Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Je m'appelle Zachary, et si vous m'aviez demandé, il y a un an, où j'en étais dans la vie, je vous aurais répondu, sans hésitation, que j'étais marié et heureux. Je croyais sincèrement avoir trouvé en elle la personne avec qui vieillir, celle à qui je pourrais confier ma vie, mes espoirs, mes silences. Je lui faisais une confiance aveugle, non seulement parce que notre histoire s'était tissée au fil des années, mais aussi parce qu'elle ne m'avait jamais donné la moindre raison d'en douter. Nous avons été mariés pendant 6 ans, après avoir partagé 3 années d'une relation solide, presque fusionnelle. 9 ans. 9 années de ma vie entièrement dédiées à une seule personne. Je pensais que c'était pour la vie. Que nous étions indissociables, inébranlables. Et puis, un jour, tout s'est écroulé. Elle était partie en ville, assister au mariage d'une amie. Et quelque part entre les vœux échangés sous les guirlandes lumineuses et la moiteur d'une piste de danse, elle s'est abandonnée dans les bras d'un autre homme. Lorsqu'elle est rentrée, elle m'a rapporté plus que des souvenirs. Elle m'avait transmis une maladie sexuellement transmissible. Ce fut comme une gifle, un coup de poignard dans tout ce que je croyais inviolable. J'étais anéanti, incapable de comprendre comment une telle trahison avait pu naître dans l'ombre de ce que nous avions construit. Et, à cet instant précis, j'ai su que ce mariage ne valait plus la peine d'être sauvé. Et pourtant, parfois, les cendres laissent place à une lumière nouvelle. C'est ainsi que Ruth est entrée dans ma vie. Elle n'a rien eu à faire de spectaculaire. Elle m'a simplement regardé, écouté, tendu la main avec une douceur que je croyais oublier. Elle était là. Entièrement là. Présente, attentive, patiente. Elle a gagné mon cœur, sans promesse tapageuse, mais avec la force tranquille de ceux qui savent aimer sans condition. Avec Ruth, tout était simple. Naturel. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, et durant tout ce temps, pas une seule fois je n'ai eu le moindre doute sur sa loyauté. Elle était bien plus que ma compagne, elle était ma confidente, mon refuge, ma meilleure amie. Nous parlions de tout, sans filtre. Elle me disait souvent qu'elle rêvait d'une grande famille, 3, peut-être 4 enfants. Et je voulais cela, moi aussi, avec elle. Quand nous nous sommes mariés, j'y ai cru de tout mon être. Nous bâtissions quelque chose de solide, de vrai. Et après 6 ans de mariage, mon amour pour elle n'avait pas faibli. Il avait mûri, s'était enraciné dans les épreuves que nous avions traversées ensemble. La plus douloureuse fut sans doute notre combat pour avoir un enfant. Dès les premiers mois de notre union, nous avions commencé à essayer. Mais Ruth a fait 2 fausses couches, coup sur coup. 2 pertes qui ont laissé un vide immense, un deuil étrange et silencieux pour ces vies qui n'ont jamais eu la chance de commencer. Les médecins nous ont conseillé de faire une pause, de laisser à son corps le temps de se réparer. Mais émotionnellement, cette pause fut un abîme. Nous étions 2 à pleurer ce qui n'avait jamais été, 2 à porter l'absence comme un poids invisible. Mais je lui ai dit, tout ira bien. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Et je le pensais. De tout mon cœur. De l'extérieur, nous avions l'air d'un couple solide, unis dans l'adversité, prêts à tout pour faire triompher l'amour. Personne ne se marie en pensant que la personne en qui il a le plus confiance au monde finira par le trahir. Moi, je ne l'aurais jamais cru possible. Ruth était, à mes yeux, la dernière personne capable d'un mensonge. Et encore moins d'une trahison. Mais la vie a parfois cette ironie cruelle, elle vous plonge dans des situations pour lesquelles vous n'avez rien demandé, et vous met face à des vérités que vous auriez préféré ignorer. Parfois, ceux qu'on pense connaître mieux que personne cachent des facettes d'eux-mêmes que l'on n'aurait jamais pu soupçonner. Un soir, Ruth a reçu une invitation pour le mariage d'un ami proche. C'était ce genre d'événement qu'on appelle aujourd'hui un destination wedding, tout le monde s'envolait vers un autre pays, une escapade de plusieurs jours pour célébrer l'amour dans un décor de carte postale. Quand elle m'a montré l'invitation, ses yeux brillaient. Elle m'a parlé de ses amis qu'elle avait hâte de revoir, du besoin qu'elle ressentait de faire une pause, de souffler un peu. J'ai regardé le coût des billets, des hôtels, du voyage de retour. Honnêtement, ce n'était pas le bon moment pour nous 2. Mon travail était particulièrement exigeant, j'étais acculé par des délais que je ne pouvais pas repousser. Alors, avec bienveillance, je lui ai dit d'y aller seul.
J'ai voulu faire preuve de compréhension. C'est le grand jour de ton ami, lui ai-je dit. Vas-y, profitant. Amuse-toi. Je l'ai même conduite à l'aéroport moi-même. Je voulais l'accompagner jusqu'au bout, la soutenir dans cette parenthèse qu'elle s'offrait. Nous étions arrivés tôt. J'étais resté avec elle jusqu'à l'enregistrement. J'avais attendu qu'elle reçoive sa carte d'embarquement. Je me souviens encore de son sourire, du petit geste de la main qu'elle m'a lancé en tournant au coin, tirant sa valise derrière elle. Je n'avais aucune raison, aucune, de me sentir inquiet ou mal à l'aise. La semaine où elle était absente, je me suis plongé dans le travail. J'ai rempli le silence de la maison avec des tâches, des rapports, des appels. J'en ai profité pour réorganiser un peu notre espace. L'attente me paraissait douce, simple, comme celle de quelqu'un qui sait que l'autre va revenir. Le jour de son retour, j'étais là, fidèle, debout dans la zone des arrivées, un sourire au coin des lèvres. Elle est apparue, lumineuse, identique à elle-même. Sur le chemin du retour, elle m'a parlé du mariage, de la cérémonie, de la beauté des lieux. Je hochai la tête, ponctuant son récit de quelques commentaires, heureux qu'elle ait passé un bon moment. Elle semblait sincèrement épanouie. Le soir même, nous avons dîné ensemble. Assis l'un en face de l'autre, nous avons échangé comme toujours, avec cette complicité silencieuse qui avait fait la force de notre couple. Et pourtant, quelque chose, sans que je le sache encore, avait irrémédiablement changé. Ce soir-là, après notre dîner, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre sur le canapé, comme tant de fois auparavant. Nous avons regardé quelques épisodes d'une série que nous avions commencé ensemble, et plus tard dans la nuit, nous avons fait l'amour. Elle s'est endormie dans mes bras, paisible, la tête posée sur mon torse, exactement comme elle le faisait depuis des années. Rien, absolument rien dans notre rythme, dans ses gestes, dans sa manière d'être avec moi, ne laissait penser que quelque chose avait changé. Si vous m'aviez demandé, au lendemain de son retour, si je lui faisais confiance, je vous aurais répondu oui sans la moindre hésitation. Sans même scier. Parce que je l'aimais. Parce que, pour moi, sa loyauté était une évidence, un fait acquis. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que ce mariage, celui auquel elle avait assisté, avait véritablement signifié. Aucune idée de ce qu'il avait déclenché. Ce n'est que 3 semaines plus tard que j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Un malaise diffus, difficile à cerner. Une fatigue sourde, des courbatures, un mal-être que je ne parvenais pas à expliquer. J'ai pensé que j'avais peut-être trop tiré sur la corde au travail, ou que je manquais d'hydratation. Rien d'alarmant, à première vue. Mais les jours passaient, et les symptômes ne faisaient que s'intensifier. Je me sentais de plus en plus épuisé. Mon corps m'envoyait des signaux clairs, quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus un simple coup de mou. Alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin. À la clinique, j'ai tout raconté, dans le détail, même ce qui me mettait mal à l'aise. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux, mais cette fois, je voulais des réponses, pas des suppositions. On m'a fait passer une batterie de tests. Et quelques heures plus tard, le médecin est revenu avec les résultats. Il m'a regardé avec un mélange de gravité et de précaution, puis il m'a annoncé que j'avais été testé positif à une infection sexuellement transmissible. J'ai ri. Spontanément. Un rire nerveux, incrédule. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il devait y avoir une erreur quelque part. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, « Docteur, je n'ai jamais été qu'avec ma femme. Je ne plaisante pas. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Il m'a simplement répondu, d'une voix calme, posée, « Parfois, les gens ne sont pas aussi honnêtes qu'on le croit. » Cette phrase m'a traversé comme une lame. Je suis resté figé. Les mots flottaient dans l'air autour de moi, mais je n'arrivais pas à les intégrer. Même avec ce résultat en main, mon esprit s'accrochait désespérément à la version d'elle que j'avais toujours connue, toujours protégée. Alors je me suis dit que la clinique avait pu se tromper. Je suis allé en consulter une autre, à l'autre bout de la ville. Nouveau laboratoire, nouvelle équipe. J'ai recommencé tout le processus. Attente. Angoisse. Espoir insensé. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé, implacable, positif, encore. Cette seconde confirmation a été le coup de grâce. Le moment où je n'ai plus pu nier. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un rêve. C'était la réalité, crue, impitoyable. Et pourtant, même là,
avec la vérité criante devant moi, je n'ai pas couru dans le salon pour l'accuser. Une part de moi refusait encore d'accepter. Et si je me trompais sur l'origine de cette infection? Et si ce n'était pas ce que je croyais? Je ne voulais pas démolir notre mariage sur la base d'un soupçon. Je savais ce que signifiait une accusation portée trop vite. Je savais aussi ce qu'était le regret. Alors j'ai fait un choix. Je n'ai pas confronté Ruth. Pas tout de suite. À la place, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai commencé à observer. J'attendais le bon moment. Celui où elle laisserait son téléphone sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Quand enfin l'occasion s'est présentée, j'ai pris l'appareil en main, le cœur battant, les doigts fébriles. J'ai tout passé au peigne fin, les SMS, les journaux d'appel, les photos, les messages privés sur les réseaux sociaux. Rien. Pas une trace. Tout était propre, lisse, presque trop parfait. Soit elle avait pris soin d'effacer chaque indice, soit elle n'avait jamais utilisé son téléphone pour ce qui s'était passé. Cette absence de preuve ne m'a apporté aucun soulagement, au contraire. Elle n'a fait qu'alimenter ma frustration, nourrir le doute. Et de nouveau, je me suis mis à vaciller. Et si j'avais tort? Et si cette infection venait d'ailleurs? Et si, malgré tout, les tests s'étaient trompés? Je ne voulais pas croire que c'était elle. Pas Ruth. Pas la femme à qui j'avais tout donné. Puis, un soir, alors qu'elle s'affairait dans la cuisine à préparer le dîner, je rangeais distraitement notre chambre. Je cherchais un chargeur, ou peut-être rien de précis, juste un prétexte pour m'occuper les mains. Je suis tombé sur son sac. À l'intérieur, un petit flacon de médicaments, presque vide. Son nom figurait sur l'étiquette. Je ne reconnaissais pas le nom du médicament. Alors, sans réfléchir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé une recherche. Quelques secondes ont suffi pour que mon cœur s'arrête net. C'était des antibiotiques. Le genre spécifique qu'on prescrit pour traiter certaines infections sexuellement transmissibles. Cette bouteille tenait dans ma paume. Mais le poids de ce qu'elle représentait me semblait immense. C'était la confirmation que je redoutais. Celle que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis redressé. J'ai appelé calmement, « Ruth, tu peux venir une seconde ?» Elle est entrée, s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine, l'air détendu, comme si tout était encore normal. Je lui ai tendu la bouteille. « Comment as-tu attrapé une MST ?» La question tomba dans la pièce comme une pierre dans un lac paisible. Le silence qui suivit était lourd, assourdissant. Son visage a d'abord affiché une fausse confusion. « De quoi tu parles ?» Puis, ses yeux ont glissé vers le flacon qu'elle reconnaissait trop bien. « Oh, ça ? Ce n'est pas pour moi. C'est pour une amie. Elle m'a demandé de le récupérer pour elle. » Un mensonge. Maladroit. Insultant. J'ai ri. Un rire amer, sans joie. Je n'en revenais pas de la légèreté de son excuse. « Très bien, » ai-je répondu. « Alors faisons un test. » Tous les deux. Son visage s'est figé. La tension l'a parcouru comme un courant électrique. « Tu ne peux pas me forcer à faire ça, » rétorqua-t-elle aussitôt. C'est là que je l'ai regardé droit dans les yeux. Froidement. Calmement. Et que je lui ai dit, « Je n'ai pas besoin de te forcer. J'ai déjà été testé. 2 fois. Et les 2 fois, c'était positif. » Elle est devenue livide. Le sang a quitté son visage. Et soudain, tout mensonge a disparu. Plus de faux semblants. Plus de comédie. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je suis désolé, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça arrive. » Et moi, je restais là, debout devant elle. À contempler la femme que j'avais aimée plus que tout, celle que j'avais placée au centre de mon monde. Je la regardais s'effondrer, sanglotante, brisée. Et je ne ressentais plus rien. Rien d'autre que ce vide glacial, cette cassure irréversible que ni les larmes, ni les regrets ne pourraient jamais recoller. Et même à ce moment-là, même après la révélation, une part de moi stupide, désespérée, amoureuse espérait encore. Espérait qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi, qui atténuerait l'horreur de la situation. Qu'elle parlerait d'un malentendu, d'un quiproquo médical, d'une erreur de prescription. Mais non. Elle a baissé les yeux, et dans un souffle brisé, elle a tout admis.
Elle a dit que c'était arrivé lors du mariage. Que c'était avec un ancien camarade d'université, quelqu'un avec qui elle avait toujours eu une certaine proximité. Ils avaient trop bu. Les choses étaient allées trop loin. Une chose en avait entraîné une autre. Et elle croyait, sincèrement, que dire la vérité rendrait le pardon plus facile. Mais moi, je ne pensais qu'à une chose, la façon dont je l'avais embrassée à son retour, plein de tendresse et d'ignorance. La façon dont je l'avais tenue contre moi, comment nous avions fait l'amour cette nuit-là, dans l'intimité de notre foyer, alors qu'elle savait déjà. Elle savait. Et elle avait continué. Comme si de rien n'était. Comme si tout ce qu'elle avait fait ne signifiait rien. À cet instant, tout l'amour que je croyais encore éprouver pour elle s'est mélangé à un torrent de dégoût, de trahison, de honte. Une humiliation si profonde, si intime, qu'aucun mot ne pourrait la contenir. J'ai juste tourné les talons. Je suis sorti de la chambre, laissant Ruth derrière moi, le visage inondé de larmes, criant mon nom dans le couloir. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en étais plus capable. J'avais besoin d'air, d'espace. J'avais l'impression que ma poitrine se contractait, que quelque chose de lourd m'écrasait de l'intérieur. Cette femme, à qui j'avais tout donné à ma confiance, mon corps, mes rêves, ma fidélité venait de tout piétiner. Et ce que j'avais, désormais, c'était une émestée en guise de souvenir. Je suis rentré plus tard dans la soirée, vidé. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon oreiller, une couverture, et je suis allé m'enfermer dans la chambre d'amis. Mon esprit était un champ de ruines. Ruth, elle, essayait d'agir comme si rien n'avait changé. Elle a préparé le dîner. Elle a frappé doucement à la porte, m'a dit que c'était prêt. Mais je ne lui ai pas répondu. Je ne suis pas sorti. Je n'avais plus d'appétit pour ses mots ni pour ses gestes. Et chaque fois que je bougeais dans la maison, chaque fois que nos regards se croisaient, elle tentait de m'aborder. Toujours avec les mêmes phrases, les mêmes excuses, je suis désolé. Je ne voulais pas. J'étais ivre. C'était une erreur stupide. Erreur. Ce mot, elle l'a répété comme un refrain. Et chaque fois qu'il sortait de sa bouche, je sentais mon cœur se figer un peu plus. Parce que la vérité, c'est que ce qu'elle m'a dit n'était pas né du remords. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la peur. Elle n'a rien avoué quand elle est rentrée. Rien dit quand je l'ai tenue dans mes bras. Elle ne m'a pas regardé une seule fois avec la conscience de ce qu'elle avait fait. Elle n'a parlé que lorsqu'elle n'avait plus le choix. Lorsque je lui ai montré la bouteille. Lorsque j'ai dit que j'étais positif. Et c'est ça qui me hante, encore aujourd'hui. Si je n'avais pas découvert ce flacon. Si je ne m'étais pas fait tester. Aurait-elle un jour trouvé le courage de me le dire? C'est cette question-là, plus que tout le reste, qui m'empêche de dormir la nuit. C'est ça, en fin de compte, qui rendait tout impossible. Impossible de croire à ses larmes, impossible de croire à ses regrets. C'était une erreur, disait-elle. Mais moi, je voyais un choix. Une série de décisions, prises en toute conscience, qui avaient mené là. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tout remettre en question. Était-ce vraiment la première fois? Ou simplement la première fois qu'elle s'était fait prendre? Je ne savais plus. Je ne pouvais plus savoir. Cette semaine-là, enfermé dans la chambre d'amis, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit tournait en boucle, obsédé par chaque détail, chaque souvenir devenu suspect. J'étais seul avec mes pensées, et dans ce silence, j'ai pris ma décision. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de m'en dissuader. Je ne l'ai pas prévenu. Je n'ai pas organisé une grande conversation. Je n'ai pas demandé d'explications supplémentaires. Je suis allé voir un avocat. Discrètement. Et j'ai demandé le divorce. Je ne lui devais plus rien. Pas une seconde chance, pas un débat, pas un espace pour qu'elle réinvente son récit. Elle avait fait son choix. Maintenant, c'était à mon tour. Nous n'avions pas d'enfants, pas d'attache qui m'aurait contraint à rester. Il n'y avait aucune raison de s'accrocher à quelque chose de brisé au point d'en devenir méconnaissable. Le jour où Ruth a reçu les papiers, elle ne l'a pas pris en silence. Je me souviens être rentré du travail, la lumière encore allumée dans l'entrée. Elle m'attendait, debout près de la porte, les yeux gonflés, rouge d'avoir trop pleuré. Les papiers étaient arrivés plus tôt dans la journée. Elle les avait lus, c'était évident. Dès que je suis entré, elle s'est effondrée.
S'il te plaît, Zacharie. Ne fais pas ça. C'était une erreur. Je n'avais pas l'intention. Je ne voulais pas. Je l'ai regardé, sans colère, sans élever la voix. Mon calme était devenu une armure. Ce n'était pas une erreur, Ruth. C'était un choix. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas ce que tu as fait. C'est que tu ne l'as avoué que lorsque je t'ai mis le médicament sous le nez et que je t'ai dit que j'étais déjà infecté. Tu n'aurais rien dit si je n'avais rien découvert. Elle ne disait plus rien. Elle savait que c'était vrai. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une trahison enveloppée dans le silence, enveloppée dans la lâcheté. Et je ne peux plus te faire confiance. Tu as menti. Tu as attendu que je découvre la vérité moi-même. Ce n'est pas de l'amour, Ruth. C'est de la manipulation. Puis j'ai ajouté, fermement, tu ne peux plus rester ici. Cette maison appartient encore à ma mère, elle est à son nom. Tu vas devoir partir. Après tout ce que tu as fait, tu ne peux pas rester là comme si rien ne s'était passé. Elle ne l'a pas bien pris. Les larmes se sont changées en colère. Peut-être croyait-elle que je finirais par revenir en arrière. Peut-être quelqu'un de son entourage l'avait-il convaincu qu'elle pourrait me faire flancher. Mais au lieu d'accepter, elle a décidé de se battre. Elle a porté l'affaire devant les tribunaux. Et là, tout a été mis à nu. Mon avocat était méthodique. Les faits étaient clairs, documentés. Dossiers médicaux, chronologie, témoignages. Il n'y avait rien à enjoliver, rien à détourner, cette femme avait trahi ses vœux, mis ma santé en danger, puis tenté de cacher la vérité. Et elle ne s'était exprimée que sous la contrainte de l'évidence. Ce n'était pas une querelle conjugale. C'était une déchirure, profonde, irréversible. Et je n'avais plus rien à protéger, si ce n'est moi-même. C'est plus qu'un simple motif de divorce. C'était, à mes yeux, un motif de révocation pure et simple de tout ce que notre mariage avait représenté. Ruth, bien sûr, a tenté de présenter les choses autrement. De rejouer la carte de l'émotion, d'user de mots doux là où les faits étaient implacables. Mais le tribunal, lui, n'était pas intéressé par les larmes ou les récits arrangés. Il voulait des preuves. Et nous les avions. Le juge a écouté, consulté les documents, analysé les témoignages. Puis il a tranché. Une date précise a été fixée, Ruth devait quitter la propriété. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni même de punition. Il s'agissait pour moi de me libérer d'une vie construite sur un mensonge, de me protéger d'un avenir fondé sur la méfiance. Le divorce était presque finalisé. Les mois de procédure, d'audience, de lettres officielles, de confrontations froides et tendues, touchaient à leur terme. J'étais épuisé, vidé. Et honnêtement, je comptais littéralement les jours jusqu'à la clôture de ce chapitre. Je voulais juste tourner la page, recommencer, respirer. Mais c'est là que tout a basculé. Ruth est revenue au tribunal, cette fois avec une nouvelle réclamation, aussi inattendue que perturbante. Debout devant le juge, la voix posée mais tremblante, elle a déclaré qu'elle était enceinte. 16 semaines. Et que l'enfant qu'elle portait, était le mien. Je me souviens avoir été figé sur mon siège. Mon visage restait neutre, impassible, mais à l'intérieur, c'était un chaos absolu. Mon estomac s'est retourné, mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas si je devais rire, hurler, ou simplement me lever et quitter la salle. Parce que voilà, techniquement, oui, c'était possible. Avant que je ne découvre sa trahison, nous étions encore intimes. C'était plausible. Mais ce mot, plausible, était devenu presque insupportable. Je ne pouvais plus faire confiance à ce qu'elle disait. Pas après ce qu'elle avait fait. Pas après ce qu'elle avait caché. Elle m'avait transmis une MST. Elle avait admis une infidélité. Elle avait menti jusqu'à ce qu'elle soit acculée. Et maintenant, au moment même où elle perdait toute prise légale, elle réapparaissait en affirmant qu'elle portait mon enfant. Le timing était plus que suspect. Tout mon instinct criait que ce n'était pas un simple hasard. Au début, je doutais même de la grossesse elle-même. Mais elle avait un dossier médical. Des échographies. Des rapports de son gynécologue. Et le tribunal, lui, prenait ça très au sérieux. Le juge a alors ordonné une suspension immédiate de la procédure de divorce. Rien ne pouvait être finalisé avant que la paternité ne soit établie. Rien. Pas les accords financiers.
pas la division des biens, pas la dissolution officielle du mariage. Tout était mis en pause. Comme si quelqu'un avait appuyé sur « Stop » en plein milieu de ma libération. Et il ne restait plus qu'à attendre. Attendre que l'enfant naisse. Attendre que la vérité éclate. Ces mois ont été interminables. Pas uniquement à cause du blocage juridique, mais à cause de cette question obsédante, lancinante, que je ne pouvais chasser de mon esprit, et si c'était à moi? Qu'est-ce que cela aurait signifié, si l'enfant avait été de moi? C'était la question qui tournait en boucle dans ma tête, jour après jour. Est-ce qu'elle aurait utilisé ce bébé pour créer un lien indélébile entre nous? Pour faire de cette grossesse une sorte de corde invisible censée me ramener vers elle, malgré tout ce qu'elle avait détruit? Je n'en doutais pas une seconde. Je n'avais plus confiance. Ni en ses intentions, ni en ses émotions. Et surtout pas en la pureté de cette grossesse. Elle pouvait bien se tenir là, la main sur le ventre, parler d'innocence, d'un nouveau départ, d'un enfant qui n'avait rien à voir avec nos erreurs. Je voyais dans tout cela une tentative désespérée. Un dernier coup de bluff pour ne pas perdre la vie qu'elle avait saccagée elle-même. Alors, lorsque l'enfant est né, je n'ai pas hésité. J'avais tout préparé en amont. Le test de paternité a été fait immédiatement. Et quand les résultats sont arrivés, froids, indiscutables, noir sur blanc, je n'étais pas le père. Je suis resté assis un long moment, simplement à fixer la feuille. Pas parce que je doutais encore, mais parce que je sentais enfin quelque chose lâcher en moi. Un nœud que je retenais depuis des mois. J'ai expiré. Vraiment. Comme si je respirais pleinement pour la première fois depuis qu'elle avait franchi cette ligne. Tout ce que je redoutais, tout ce que j'avais soupçonné, s'était confirmé. Et avec cette confirmation, j'ai compris la vérité la plus brutale: si je n'avais rien découvert, si je m'étais contenté de croire en elle, j'aurais pu élever l'enfant d'un autre homme, dans l'ignorance la plus complète. Et ça, ce n'est pas seulement une trahison. C'est une condamnation silencieuse. Une injustice à laquelle on ne peut jamais vraiment se remettre. Ce test a été le point final. Le tampon définitif sur ma décision. Je n'avais plus besoin d'arguments. Je n'avais plus besoin d'explications. Le bébé. Le mensonge. Le calcul. Tout cela révélait la femme qu'elle était devenue. Et je n'éprouvais plus que du soulagement. Le soulagement de m'être libéré avant qu'il ne soit trop tard. Mais il restait une chose, une seule, qui me rongeait encore. Qui était cet homme? Pour qui Ruth avait-elle tout détruit? Elle n'avait parlé que vaguement d'un gars de la fac. C'était trop flou, trop commode. Et moi, j'avais besoin de savoir. Pas par jalousie. Par principe. Par besoin de vérité. Alors j'ai cherché. Je suis retourné dans ces anciens cercles, ces anciens réseaux. J'ai passé ses commentaires Facebook au crible, ses vieilles photos, ses mentions, les comptes qu'elle suivait sur Instagram. Ce n'était pas rapide. Mais lentement, patiemment, j'ai fait le tri. Et un jour, tout s'est aligné. L'homme du mariage, ce fameux proche de l'université, n'était pas seulement un ancien camarade. C'était un homme marié. Ruth m'avait trahi. Mais elle avait aussi trahi une autre femme. Quelqu'un qui, quelque part, vivait sa vie dans l'ignorance, pensant que son mari était fidèle, honnête, digne de confiance alors qu'il avait mis une autre femme enceinte. En apprenant cela, un dégoût profond m'a envahi. Ce n'était plus une histoire entre Ruth et moi. Ce n'était plus seulement mon couple qui avait explosé. Il y avait une autre victime. Une femme innocente. Comme moi. Et là, je me suis demandé, est-ce que je dis quelque chose? Ce n'était pas vraiment mon affaire. Je le savais. Mais si les rôles avaient été inversés, si c'était moi qui vivais dans le mensonge, j'aurais voulu savoir. Alors j'ai choisi la voie du respect. De la vérité. Je l'ai trouvée. Sa femme. J'ai vérifié que c'était bien elle, puis je lui ai envoyé un message. Sobre. Direct. Sincère. Je lui ai juste dit, la vérité. Je lui ai simplement dit la vérité. J'ai expliqué, avec le plus de clarté et de retenue possible, que son mari avait eu une relation avec mon ex-femme lors d'un voyage de noces. Je n'ai pas fait de discours, pas de grands effets. J'ai inclus quelques références, des extraits des documents judiciaires, juste assez pour prouver que ce que je disais n'était pas inventé,
pas le fruit d'une vengeance. J'ai mentionné la grossesse, précisé que la paternité m'avait été initialement attribuée, puis réfutée par les tests ADN. Et j'ai terminé mon message par une phrase simple, honnête, ce que vous choisissez de faire avec ces informations vous appartient entièrement. Je pensais simplement que vous aviez le droit de savoir. Et c'était tout. Je n'ai pas insisté. Je ne suis pas retourné sur son profil pour guetter une réponse. Je n'ai pas fouillé davantage pour savoir si leur mariage avait explosé, ou si elle l'avait confronté. Je n'avais pas besoin de cette conclusion. Ce n'était pas mon histoire à suivre, pas ma bataille à observer. Je n'étais pas en quête de justice ou de drame. J'avais simplement voulu que la vérité sorte du silence. Et je m'étais arrêté là. Quand enfin le divorce a été prononcé, quand j'ai apposé ma signature sur la dernière page, ce fut comme si un poids invisible mais écrasant m'avait été ôté des épaules. Un manteau de douleur, de doute, de colère que je portais sans m'en rendre compte depuis des mois. Et surtout, il y avait ce soulagement immense, l'enfant n'était pas le mien. Parce que, si ça avait été le cas, peu importe à quel point j'aurais voulu passer à autre chose, Ruth aurait toujours eu une place dans ma vie. Elle aurait été un pont entre mon passé et mon futur, un lien indésirable que je n'aurais jamais pu couper. Un rappel constant de ce qui avait été brisé. Mais là, j'étais libre. Vraiment. Libre d'avancer sans regarder derrière moi. Libre de reconstruire, à mon rythme, selon mes propres règles. Il ne restait plus de chaînes. Plus d'attaches. Plus de mensonges à gérer. Et j'ai compris, alors, une vérité simple que je n'avais jamais su formuler avant tout ça, la paix ne vient pas de notre capacité à réparer les gens brisés. Elle vient du moment où l'on choisit, enfin, de protéger son propre esprit. De dire non. De se choisir. Et de laisser ce qui doit sombrer sans nous.